Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour le nouvel épisode de la playlist. La playlist, vous savez, c'est ce format où je décortique un petit peu l'actualité cinéma, série, un petit poil jeu vidéo. Je vous propose une recommandation de ce que j'ai vu récemment, mais aussi une recommandation hors cinéma. J'essaie de faire ça assez régulièrement, je ne m'astreins pas à des périodicités particulières. On va faire un gros point sur l'actualité qui s'est passée du coup ces dernières 2 semaines à peu près. Surtout, il y a un gros focus sur le cinéma. Et puis ensuite, je vous ferai une recommandation ciné-streaming, mais aussi une recommandation jeu de plateau. Une grosse news intéressante, un premier synopsis officiel pour la série Seigneur des Anneaux d'Amazon. Donc c'est une fuite qui a été orchestrée par TheOneRing.net, qui est un des sites les plus proéminents pour les fans du Seigneur des Anneaux. Donc a fuité ce synopsis et qu'Amazon Studio a ensuite validé, relancé sur ses réseaux, donc on sait que c'est de ça que ça va parler. Alors je vais pas vous faire la traduction en direct puisque des médias français s'en sont occupés très bien. Je vous le lis tout de suite. Pour la toute première fois, la future série d'Amazon Studio porte à l'écran les légendes héroïques du fabuleux second âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et emmènera ses spectateurs à un âge où de grands pouvoirs furent forgés, où des royaumes connurent la gloire puis la ruine, où des héros inattendus furent mis à l'épreuve, où l'espoir ne tint plus qu'à un fil, et où le plus puissant des adversaires à avoir jamais jailli de la plume de Tolkien a menacé de recouvrir le monde de ténèbres. La série, qui commence pendant une période de paix toute relative, suit un panel de personnages à la fois familiers et nouveaux, qui doivent affronter le retour du mal longtemps craint dans la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus noires des monts brumeux aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, de l'incroyable royaume insulaire de Numénor aux extrémités les plus éloignées de la carte, les héritages de ces royaumes et de ces personnages vont perdurer bien au-delà de leur disparition. Très intéressant ce synopsis parce que, alors, il reconfirme encore une fois que cette série se déroulera durant le second âge de la Terre du Milieu. Donc c'est un âge qui est très très intéressant. Nous, celui que l'on connaît quand on a simplement vu et lu Le Seigneur des Anneaux sans ses appendices, c'est le troisième âge. Du coup, le second âge, c'est quelque chose où il se passe pas mal de choses et qu'on n'a pas vu encore sous forme cinématographique. Et c'est un âge où les agissements de Sauron sont particulièrement intéressants. Du coup, voilà, notamment c'est durant ce second âge que sont forgés les anneaux de pouvoir, où est forgé l'anneau unique. C'est durant cet âge qu'on voit on va dire l'apogée et la chute du royaume de Numénor, qui est complètement cité ici. Donc le royaume des hommes, ça va être à mon avis très intéressant. Alors maintenant, savoir quelle est la timeline de cette série, il est probable que ça nous fasse un panorama assez complet de ce qu'a été le second âge, mais ça va être compliqué de le faire en entier, surtout que pour l'instant on sait que 5 saisons ont été commandées, 2 saisons vont être produites dès le départ en Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Maintenant, voilà, je m'attends à ce que Sauron soit un point focal très très important de cette série. À voir pour la suite. Maintenant, quand vous voyez un panel de personnages à la fois familiers et nouveaux, je pense que familier, ça parle plutôt de personnages que les gens qui ont un peu poussé leur lecture de Tolkien connaissent. En plus de Sauron. Et des nouveaux, je m'attends du coup à ce qu'ils aient créé des personnages pour l'occasion. Puisque le second âge, c'est quelque chose qui n'est pas forcément traité d'un point de vue hyper romanesque, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses dans les appendices, dans le Silmarillion, mais tout ça, c'est pas très très détaillé. Donc il est probable que les showrunners se prennent une certaine liberté par rapport au matériau original et proposent du coup des personnages de leur cru. Donc ça, évidemment, très curieux. Pour l'instant, on n'a pas de date. Ce serait bien
en tout cas il est possible que la saison 1 soit diffusée en 2021. Ça commence à être compliqué parce que vous le savez que les tournages sont quand même ralentis par la pandémie de Covid. Du coup, il est possible que ça glisse encore une fois. Donc voilà. S'ils peuvent faire ça bien, peu importe que ça soit retardé, très honnêtement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais c'est cool enfin d'avoir quelque chose de concret autour de cette série. Autre news importante de la semaine, le 18 janvier 2021 a été annoncé le décès de Jean-Pierre Bacry, qui est un grand acteur français. Jean-Pierre Bacry, qui a un petit peu ce tempérament de... On l'a souvent décrit comme râleur, bougon sur les plateaux de télé, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire. C'était quelqu'un qui avait aussi une répartie souvent très drôle et parfois cinglante. C'était quelqu'un qui était engagé. C'était quelqu'un qui avait ce tempérament effectivement un peu râleur, un peu français finalement, j'ai envie de dire, mais il était toujours hyper attachant. Et cette perte est très intéressante parce que on voit à quel point il était aimé un peu partout. Alors on peut citer un certain nombre de ces classiques. Alors évidemment Allociné en cite quelques-uns. Un air de famille, on connaît la chanson. Le goût des autres. Très récemment, et c'est quasiment un de ses derniers films, Le sens de la fête de Toledano et Nakache, vraiment voilà. Et comment ne pas citer Jean-Pierre Bacry sans citer Agnès Jaoui, qui a formé un duo on va dire indécrottable dans le cinéma français pendant de nombreuses années. Ça a été sa compagne pendant près de 25 ans. C'est Jean-Pierre Bacry avec Agnès Jaoui, c'était non seulement des acteurs mais aussi des scénaristes, et souvent ils tapaient juste. Voilà, donc Jean-Pierre Bacry a été emporté par un cancer. Il avait seulement 69 ans, et c'est une immense perte pour le cinéma français, mais on se souviendra de lui. Et voilà, voyez des films avec Jean-Pierre Bacry. Je pense que ça peut évidemment vous intéresser, et puis si vous les connaissez tous, revoyez-les, ça vous fera du bien, je pense. Autre news intéressante, alors Netflix, qui a sorti au mois de janvier sa nouvelle série française à grand succès, Lupin, portée par Omar Sy, et non seulement un succès en France, mais aussi un succès à l'international, et c'est a priori la première série française de Netflix qui réussit à toucher sa cible. On en parlera juste après, vous verrez. Le géant du streaming projette que 70 millions de ses abonnés vont voir la série dans les 28 jours de sa sortie. C'est immense, et c'est plus que Le Jeu de la Dame, par exemple, qui a été un gros carton, gros succès d'estime et public, avec Anya Taylor-Joy au mois de décembre. Et donc pour le coup, voilà, il est probable qu'on en voit un petit peu plus de ces aventures d'Arsène Lupin revisité avec Omar Sy. Truc très intéressant, c'est qu'en plus de ça, du coup, le public s'est réintéressé au bouquin d'Arsène Lupin. Donc vraiment que du positif. Moi personnellement, j'ai pas encore vu la série. J'en ai entendu des échos un peu mitigés. Mais c'est en tout cas pour le côté production française qui trouve enfin son public en France et à l'international chez Netflix, c'est quand même intéressant de le noter. Et puis je m'y intéresserai probablement plus tard. On va passer au Brève. Alors Brève, The Book of Boba Fett. The Book of Boba Fett, pour les amateurs de Star Wars sur Disney+, qui sont probablement très heureux de la saison 2 de Mandalorian. On a eu une petite surprise à la fin de l'épisode 8 de la saison 2. Attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Le retour de Boba Fett, joué par Temuera... j'ai oublié son nom de famille, j'aurais dû me renseigner, j'ai oublié son nom. Bref, désolé. L'interprète de Jango Fett, qui revient en tant que Boba Fett
dans la saison 2 de Mandalorian, et à la fin de la saison 2 de Mandalorian, on apprend que une série entière sur lui sera dédiée. J'en profite pour cette brève parce que j'ai dit une bêtise dans mon épisode précédent sur les choses que j'attends en 2021, où je disais que la saison 3 de Mandalorian arriverait fin 2021. Non, c'est The Book of Boba Fett qui arrive fin 2021 et Mandalorian saison 3 arrivera un petit peu après, probablement début 2022. Donc, assez intéressant de voir, en tout cas assez intéressé de voir ce que vont faire les showrunners de Book of Boba Fett avec ce personnage-là, notamment avec son sidekick qui a été mis en place, qui est joué par Ming-Na Wen, que vous connaissez probablement puisqu'elle a joué dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va aller un petit poil plus loin que Mandalorian ou pas, mais voilà, il est probable que ça soit une mini-série. Mais voilà, Jon Favreau a donné une interview dans Good Morning America, donc c'est le talk show matinal de ABC qui est détenu par Disney, donc c'est souvent là-bas que les annonces sont faites. Il dit que The Book of Boba Fett arrivera même avant cette saison 3 de Mandalorian, ce sera le chapitre suivant de l'univers Star Wars, ensuite juste après nous passerons à la production de la saison 3 de Mandalorian. Voilà. Donc pour l'instant qui est en pré-production au moment où il parlait, donc c'était début janvier. Voilà pour ce petit erratum. Je suis curieux de voir ce que ça va donner maintenant. Moi j'ai bien aimé ce que propose Mandalorian. Si ça peut éviter de prendre trop son temps et de donner 4 épisodes de vide avant que ça parte dans tous les sens, ça serait peut-être encore mieux, j'ai envie de dire. Voilà, suivez mon regard. Intéressant, alors évidemment vous doutez bien qu'en ce moment les dates de sortie bougent et rebougent et re-rebougent. Morbius, qui est une production Sony, devait être diffusé et devait sortir au cinéma le 19 mars. Il sortira finalement le 8 octobre au cinéma encore une fois, puisque Sony n'a pas fait d'annonce tonitruante au sujet de l'arrivée en streaming de ses futures productions. Maintenant, voilà, Morbius, c'est pas spécialement un projet qui me transporte spécialement. Donc c'est un personnage en fait d'un scientifique qui est amené... Bon, grosso modo, il a du sang de chauve-souris dans les veines, et donc il a des super pouvoirs et une fin de sang humain, quoi. Donc bon, côté un petit peu relecture du mythe du vampire. C'est joué par Jared Leto qui a désespérément besoin d'un bon rôle dans les prochains temps. Donc peut-être que ce sera Morbius, peut-être que pas. En tout cas, voilà, 8 octobre, sachez-le, donc probablement dans ces eaux-là en France également. Deadpool 3, on continue avec les super-héros. Deadpool 3, on savait que ça allait se faire après le rachat de la Fox par Disney. On ne savait pas encore que le personnage intégrerait le Marvel Cinematic Universe, donc l'univers cinématographique Marvel. On ne savait pas non plus, on pouvait douter que ce film serait rated R, donc c'est-à-dire qu'il serait déconseillé aux moins de 16 ans, moins de 17 ans aux États-Unis, puisqu'on le sait, c'est un des arguments de vente des deux premiers films. Ce sera également le cas de Deadpool 3, intégré au MCU. Donc comme quoi, la porte reste ouverte pour ce genre de contenu. C'est Kevin Feige, donc, qui est le chef de Marvel Studios, qui l'a annoncé dans une interview chez Collider. Il dit « Il sera catégorisé R, et nous travaillons actuellement sur un script. » Ryan Reynolds, qui joue Deadpool, alias Wade Wilson, supervise ce script en ce moment. Voilà. Cela va introduire un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature. C'est tout simplement génial de le voir donner vie au personnage. Voilà, donc Ryan Reynolds en a profité pour faire une petite blagounette, comme d'habitude. Donc intéressé de voir ce que ça va donner. Pour le coup, c'est un des premiers personnages vraiment liés à l'univers Fox qui rejoint l'univers cinématographique Marvel. À voir comment ils vont faire ça, si ça sera fait au chausse-pied, si on va avoir des premiers caméos dans de futurs
production Marvel, ou si on attendra d'avoir Deadpool 3 pour ensuite le voir dans des caméos plus tard, dans des crossovers. Voilà. Est-ce que c'est avec Deadpool 3 qu'ils vont introduire les X-Men? J'en doute, mais on verra. Toujours chez Marvel, Black Panther 2, vous savez que le décès tragique de Chadwick Boseman a remanié un petit peu les cartes de ce point de vue-là. Du coup, se poser la question de comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont recaster un T'Challa? Est-ce qu'ils vont donner le rôle, le pouvoir, hein, puisque c'est une monarchie au Wakanda, à quelqu'un d'autre, potentiellement sa sœur? On ne sait pas encore. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Kevin Feige n'a pas l'intention de recaster un acteur pour jouer T'Challa. Il n'a pas non plus l'intention d'utiliser les effets spéciaux numériques pour utiliser le visage numérique de Chadwick Boseman dans Black Panther 2, comme ça a pu être le cas dans certains films Marvel notamment, mais aussi dans certains films Star Wars récents. Voilà. Il n'y aura pas de Chadwick en effets spéciaux numériques et on ne va pas recaster T'Challa. Ryan Coogler, donc, qui est le réalisateur et scénariste du premier mais aussi du deuxième, travaille très dur sur le script en ce moment avec tout le respect, l'amour et le génie qu'il possède. Voilà, il faut honorer et respecter les leçons apprises grâce à Chadwick. Pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant, le film est daté au 6 juillet 2022 en France. Maintenant, tout est amené à changer. Voilà pour Black Panther 2. Quelques petites annonces un petit peu cross-média entre le cinéma et les jeux vidéo, puisque Bethesda, qui est donc un grand nom du développement de jeux vidéo, a annoncé le lancement de la production sur sur un jeu vidéo dédié à Indiana Jones. C'est rigolo parce que la veille, Lucasfilm Games, un label qui avait été arrêté par Lucasfilm, était ressorti de terre, et le lendemain on a eu cette annonce. Donc Bethesda, à qui l'on doit notamment Doom, la série des Elder Scrolls, à qui appartient également Arkane, et les développeurs de Dishonored, etc. Voilà, Bethesda travaille sur un nouveau jeu estampillé Indiana Jones. C'est développé par Machine Games, qui sont les développeurs de Wolfenstein Youngblood notamment. Donc à voir ce que ça va donner. On sait en tout cas que ça n'adaptera pas un des films, mais ce sera une aventure nouvelle. Donc très curieux de voir ce que ça va donner. Attention, cependant, ne l'attendez pas tout de suite, puisque ils sont vraiment au tout début, aux prémices de ce projet. Voilà. Même chose, Lucasfilm, donc le lendemain, encore une fois, le surlendemain de la résurrection de Lucasfilm Games, on apprend que Ubisoft et Lucasfilm Games entrent en partenariat pour créer un nouveau jeu Star Wars qui sera en monde ouvert et qui s'intéressera à l'histoire. Donc c'est pas n'importe quel studio d'Ubisoft qui s'occupe de ça, c'est Massive Entertainment, et Massive Entertainment à qui l'on doit les deux The Division. Alors, The Division, sont des jeux qui sont post-apocalyptiques, inspirés de l'univers de Tom Clancy, et qui ont une proportion extrêmement jeu à service, comme le propose notamment Ubisoft très régulièrement sur un certain nombre de ses grosses productions. Donc il est probable qu'on reçoive à peu près le même traitement pour ce nouveau projet Star Wars chez Ubisoft. À noter cependant que ça ne veut pas dire que le contrat qu'il y ait Electronic Arts à Disney et Lucasfilm pour la production de projets en jeux vidéo Star Wars est annulé. Non, ça n'est pas le cas. Electronic Arts a rappelé qu'ils étaient toujours en développement sur un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été annoncées. On peut s'imaginer qu'un nouveau Star Wars Jedi Fallen Order, qui a très très bien marché et qui a été très très bien accueilli, soit dans les cartons, mais ça n'a pas été encore annoncé. Donc voilà, Ubisoft ne récupère pas du tout la licence Star Wars, mais Lucasfilm Games s'ouvre un petit peu plus à des projets autres, puisque il y avait un contrat d'exclusivité
avec Electronic Arts pour les développements de jeux vidéo, ça n'est plus le cas. Maintenant, Electronic Arts peut être amené à développer des jeux vidéo Star Wars, mais également Ubisoft, mais également potentiellement d'autres studios de développement. Donc très intéressant pour le futur de la licence Star Wars en jeux vidéo. Toujours jeux vidéo, New Pokémon Snap. Pokémon Snap, c'est ce jeu qui vous proposait d'explorer le monde de Pokémon et d'y prendre des Pokémon en photo. Voilà, New Pokémon Snap, donc, qui est une suite, arrivera sur Switch le 30 avril 2021. C'est un des jeux qui m'intéresse cette année. Moi, j'ai beaucoup apprécié Pokémon Snap qui était sorti sur Nintendo 64 à l'époque. Et donc, a priori, il y aura plus de Pokémon à photographier. Et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, c'est beaucoup plus joli sur Nintendo Switch. Et puis ce sera portable, puisque la Nintendo Switch est une console hybride portable et de salon. Donc autant vous dire que moi je suis très intéressé par ce nouveau jeu. Voilà, on revient à l'univers série ciné avec, je vous parlais de Netflix tout à l'heure, et d'une série Netflix qui marchait bien avec Lupin. Voilà, je vous reparle d'une série, cette fois qui ne marche pas, c'est La Révolution. La série n'a pas déplacé les foules malheureusement avec sa diffusion au mois de novembre. La Révolution, c'est une série produite en France, créée par des Français et qui malheureusement n'a pas trouvé son public. Et donc il n'aura pas de saison 2. Je sais plus si je vous en parlais, mais dans une playlist précédente, mais moi c'est une série qui m'avait pas spécialement laissé un goût dégueulasse dans la bouche. J'avais même plutôt apprécié, bon, c'était ok quoi, mais j'attendais d'en voir plus, parce que le problème c'est que La Révolution en fait ne tient pas son titre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la Révolution dans La Révolution, ce qui est un peu dommage. Donc j'attendais de voir une saison 2 pour confirmer si c'était bien ou pas. Malheureusement, elle n'aura pas cette chance. Voilà, c'est chez Allociné que Netflix nous a appris ça. On nous dit nous n'allons pas renouveler la série pour une seconde saison, car bien qu'elle ait suscité de la curiosité, le public n'y a pas trouvé son compte. Alors, c'est vrai, puisque bon, on va pas se mentir, un certain nombre de gens sur Twitter, mais aussi dans les médias, ont complètement chié sur la série. Donc, de fait, et les chiffres n'ayant pas été là non plus, c'était difficile de légitimer la production d'une saison 2. Voilà, même si, encore une fois, moi je le répète, c'est pas du tout un truc indigne. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et j'aurais aimé en voir un poil plus. Tout simplement, on parlait de date de sortie tout à l'heure, d'un décalage de presque 6 mois. Là, cette fois, c'est différent, c'est une date qui est avancée. C'est surprenant. Godzilla vs Kong, donc le crossover Godzilla-King Kong, arrivera non plus le 21 mai aux États-Unis au cinéma et sur HBO Max, puisque vous le savez, Warner a annoncé qu'ils allaient proposer en simultané toutes leurs futures sorties 2021, à la fois dans les salles de cinéma, mais aussi dans leur service d'abonnement en streaming HBO Max. Ce sera le cas de Godzilla vs Kong non plus le 21 mai, mais le 26 mars 2021. Donc, par contre, difficile de dire si ce système sera perpétué pour la sortie française, puisqu'on le rappelle, HBO Max n'est pas disponible en France pour le moment. Et pour l'instant, Godzilla vs Kong, si les salles de cinéma ne rouvrent pas, ça va être difficile de tenir la sortie le 26 mars, sachant que il est quand même... Voilà, le move est intéressant aux États-Unis, et là où HBO Max est disponible. Malheureusement, là où HBO Max n'est pas disponible, on l'a vu sur les réseaux sociaux au mois de décembre, dès que Wonder Woman 84 est sorti, un certain nombre de tweetos cinéphiles français l'avaient déjà vu, bizarrement, alors qu'il n'est pas sorti en France. Donc, ça pour le coup, c'est un problème qu'il faut adresser assez rapidement pour Warner, parce que bon, c'est bien joli d'essayer de faire profiter
de son catalogue et de son service d'abonnement en streaming aux États-Unis, mais derrière, si le monde entier est obligé de se résoudre à pirater les films, ça risque de finir par être compliqué, surtout au moment où les salles de cinéma vont rouvrir et que Wonder Woman 84 va sortir en France, et que Godzilla vs King Kong va sortir en France, et que, je vais pas dire tout le monde, mais un certain nombre de gens l'auront vu ou l'auront déjà critiqué, et potentiellement ces avis donneraient pas forcément envie aux gens de le voir. Donc attention, je m'attends à des annonces prochaines au sujet d'HBO Max en France. En tout cas, c'est important qu'ils le fassent prochainement. Luca, le prochain film des studios d'animation Pixar, vient de dévoiler une première image qui nous permet de voir un petit peu le style graphique de ce film. Très intéressant parce que j'ai l'impression que ça sort un petit peu du carcan habituel du design de personnages de Pixar. J'aime beaucoup l'environnement. C'est très voilà, ça fait très italien, puisque l'objectif évidemment c'est de nous faire vivre un été italien. J'aime beaucoup ce que je vois, j'attends évidemment d'en voir un petit peu plus et de voir des images animées. On continue avec Peaky Blinders, dont la saison 6 sera la dernière, sachez-le. La production BBC et Netflix a eu pas mal de soucis de retard dans sa production à cause de la pandémie, bien sûr. Du coup, ils ont un petit peu changé leur plan, et visiblement, la saison 6 sera la dernière. Le créateur de la série nous rassure un petit peu plus quand même, Steven Knight, qui nous dit qu'il a toujours prévu de terminer la série avec un film, et celui-ci aura lieu. En tout cas, c'est ce qu'il promet chez Deadline en exclusivité. Il dit simplement que le Covid a changé nos plans, mais ce que je sais, c'est que mon plan depuis le début, c'était de terminer Peaky Blinders avec un film, et ça se déroulera. Donc ça aura lieu. Voilà, donc pour les amateurs de Peaky Blinders, moi il faut encore que je mate tout ça, mais voilà, ça sera certainement des informations qui vous intéresseront. Je termine mes brèves avec le décès, le jour où j'enregistre cette vidéo, de Nathalie Delon. Alors Nathalie Delon, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, puisque c'est l'ex-femme d'Alain Delon et la seule compagne, la seule épouse d'Alain Delon. Ils se sont rencontrés en 1962, mariés en 1964 et ont divorcé en 1969. Ils ont eu un fils ensemble, Anthony Delon. Et Nathalie Delon, c'est une actrice qui a eu son début. Le début de sa carrière s'est fait face à son mari, Alain Delon, dans Le Samouraï en 1967. Et elle avait eu ensuite une carrière un petit peu plus confidentielle, bien évidemment, que celle de son mari, jusque dans les années 80. Avant de raccrocher, elle a testé un petit peu la réalisation en 1982-1988, et ensuite elle s'est arrêtée. Donc c'est voilà, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que leur couple a beau s'être séparé, parce que bon, lui était infidèle et a poursuivi une relation avec Mireille Darc un petit peu plus tard, mais ils ne se sont jamais déchirés, on va dire, puisque jusqu'à encore très récemment, ils étaient ensemble pour les fêtes de Noël, et donc voilà. Ce que j'avais à dire sur Nathalie Delon, qui nous quitte à l'âge de 79 ans, elle aussi emportée par un cancer. Voilà pour la section news de cette playlist numéro 3, une longue session news. On ira un petit peu plus vite sur les recos. Je vais vous faire une recommandation Netflix, un film Netflix, une fois n'est pas coutume, qui est réalisé par Cornel Mundruczko. Je suis désolé d'avoir complètement écorché son nom. Un réalisateur, me semble-t-il, hongrois, qui réalise Pieces of a Woman. Pieces of a Woman, c'est un film qui est sorti le 6 janvier 2021.
donc qui est le premier film de 2021 que je vois cette année. Un film qui est porté par Vanessa Kirby et par Shia LaBeouf. C'est un film qui est très difficile. Donc si vous êtes dans un sale mood, c'est vraiment pas la peine de vous y jeter. Maintenant, voilà, si vous avez les nerfs un peu accrochés, tout ça, peut-être que vous pouvez tenter le coup. C'est parce que c'est un film qui traite de la perte d'un enfant après l'accouchement. Donc voilà, vraiment, donc c'est pas un spoiler puisque c'est le pitch du film, mais voilà, sachez que c'est un film sur le deuil. C'est un film qui va essayer de nous faire comprendre comment différentes personnes gèrent ce genre de choses. Voilà, le deuil d'un enfant juste après l'accouchement, c'est complexe. Donc forcément, c'est un film qui est difficile. C'est un film qui est construit pour être une épreuve, qui, particulièrement sur son début, je trouve, et qui petit à petit va essayer de nous faire... C'est pas un film de reconstruction. C'est un film qui va nous faire un petit peu vivre les différentes étapes du deuil, que ce soit de la mère, qui perd son enfant, mais aussi du père, et des relations, la dynamique de relation entre les deux personnages, mais aussi de tout l'entourage familial, mais aussi du on-dit, parce que souvent, voilà, c'est des choses qui se savent, et il y a des réactions avec son entourage qui est plus lointain, qui sont parfois difficiles à gérer. Du coup, moi c'est un film que, bon, évidemment, qui m'a ébranlé, mais au-delà de ça, c'est un film que j'ai trouvé hyper intelligent parce qu'il y a un travail sur l'image, un travail sur le cadrage. Il y a énormément de surcadrage dans le film, c'est-à-dire le côté cadrage signifiant, c'est-à-dire que bon, un cadre, c'est ce qu'on voit à l'écran, mais souvent, les réalisateurs qui sont en quête d'esthétique vous proposent des cadres à l'intérieur du cadre. Donc et le positionnement des personnages à l'intérieur de ces cadres est forcément très intéressant et signifiant, et c'est vraiment le cas dans Pieces of a Woman. En tout cas, moi, je me suis fait une petite grille de lecture par rapport à ça. Je trouvais ça très intéressant de voir comment, à certains moments du film, le positionnement de Vanessa Kirby à l'intérieur du cadre avait des choses à dire sur son état psychologique. Donc vraiment très intéressant. Encore une fois, je le répète, c'est un film qui est dur, donc vous y jetez pas si vous êtes pas bien. C'est un film qui est merveilleusement bien interprété par Vanessa Kirby. Je serais pas surpris qu'elle soit nommée dans un certain nombre de catégories dans la course aux Oscars, parce que vraiment elle mérite. C'est très très fort ce qu'elle est capable de faire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Pieces of a Woman. C'est le premier film 2021 que j'ai vu cette année, et c'est mon premier choc, donc pour le coup je suis plutôt content de l'avoir regardé. Encore une fois, sachez dans quoi vous vous lancez, tout simplement. Voilà, ça c'était pour la reco ciné-série. Voilà pour ma reco ciné-série. Je vais passer maintenant à ma reco hors ciné-série. C'est reco jeu de plateau de Unlock Star Wars Escape Game. Alors, un certain nombre de gens d'entre vous qui connaissaient le monde du jeu de plateau récent savaient que les jeux de plateau Escape Game, c'est quelque chose de très tendance. Et parmi les jeux de plateau Escape Game, il y a deux séries qui sortent du lot, selon moi. Il y a Exit, qui sont des petites boîtes où le contenu est jetable, puisque vous êtes amené à le déchirer, etc., à écrire dessus pendant que vous faites votre Escape Game. Et donc une fois que vous avez terminé l'aventure, vous n'avez plus qu'à l'acheter. Dans l'autre série, il y a Unlock. Alors Unlock, c'est intéressant parce que pour le coup, vous avez plusieurs aventures dans la boîte. Alors c'est vendu un poil plus cher. Mais en plus, c'est réutilisable.
Alors évidemment, la question peut se poser de réutiliser ou pas ce genre d'aventure. Évidemment, ça ne sert à rien, vous, de le refaire. Moi, je conseille plutôt de le prêter, de le vendre, ou de le faire par d'autres personnes. Mais c'est pas vraiment utile pour vous de le refaire, puisque bon, si vous l'avez fait, a priori, l'aventure, vous la connaissez, quoi. Très intéressant. Comment c'est fait, Unlock? C'est que vous avez par aventure un paquet de cartes. Et dans ce paquet de cartes, en fait, vous allez avoir un certain nombre d'indices et d'énigmes qui vont vous être posées. Et du coup, forcément, vous allez être amené à réfléchir à ce qu'il y a écrit sur ces cartes, mais aussi de les combiner. Donc je vous les spoile pas, hein, mais voilà, vous avez un paquet de cartes qui est à peu près gros comme ça. Et donc dedans vous avez des indices, il y a aussi des cartes qui sont des fausses pistes. Et l'idée pour vous, ça va être de regarder à quelle carte vous avez accès à un instant T, pour ensuite les combiner et essayer de voir si vous pouvez pas faire des actions spécifiques dans le jeu. Donc par exemple ici là vous êtes sur la base Echo sur la planète de Hoth dans Star Wars. Vous auriez peut-être accès au Snowspeeder, des choses comme ça. Donc évidemment Unlock c'est une série qui a fait ses preuves dans le monde de l'escape game de jeux de plateau. C'est une série qui est assez prolifique, hein. Il y a eu 6 ou 7 boîtes ou un truc comme ça, et je crois que c'est la première où ils font de la licence aussi grosse en tout cas que Star Wars, et je trouve que ça marche excellemment bien parce que ils ont à cœur de vous proposer une aventure qui se tient dans l'univers, qui ressemble peu ou prou à des choses que vous auriez peut-être vues dans la saga, sans spécifiquement vous faire revivre en tant que Luke Skywalker, en tant que Anakin Skywalker, etc. Mais vous êtes en terrain connu. Évidemment, vous allez être mis face à face avec des personnages qui sont très typiques de l'univers, et sans spoiler, honnêtement, à des moments, on se prend vraiment au jeu, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper cool, c'est que il y a une gradation dans la difficulté. Alors les 2 premières quêtes, on vous le note d'ailleurs, hein, sont difficulté 1, et la troisième est de difficulté 2. Et effectivement, on le sent, la difficulté grimpe, et la tension également. Alors c'est des aventures qu'on vous propose de faire en moins d'1 heure. Alors c'est possible de dépasser, c'est pas très grave. Et il y a des moments où se creuse un petit peu la tête. Donc vraiment, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le matériel de la carte. Ce sont des aventures qui se jouent avec une application compagne sur smartphone, alors téléchargeable à la fois sur iOS et sur Android, où l'application va jouer le rôle de timer, donc de chronomètre pour votre escape game, mais aussi de son d'ambiance, sans donner dans les thèmes les plus connus, hein, bien sûr, de l'univers Star Wars, mais on reconnaît des choses, mais aussi de petites interfaces pour manipuler des choses. Donc là encore une fois, sans spoiler, vous allez être amené à bouger un petit peu votre smartphone pour regarder des choses, pour traverser un certain nombre d'endroits, pour écrire tout simplement, pour taper des codes, et vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Autant, j'avais pas du tout été convaincu par la première boîte d'Unlock qu'on m'avait offert, autant j'ai trouvé celle-là excellemment bien faite. Alors c'est édité par Space Cowboys, et honnêtement c'est une super idée cadeau pour quelqu'un qui aime bien l'escape game, pour quelqu'un qui aime bien Star Wars, pour quelqu'un qui aime bien le côté un peu énigme puzzle, qui aime bien regarder les choses et chercher comment faire des combinaisons, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu se triturer le cerveau, sans non plus trop se prendre la tête, parce que moi je suis pas non plus très très bon à ça, mais c'est très
très gratifiant quand vous arrivez à trouver la solution. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire à beaucoup. Nous, on l'a fait, je l'ai fait avec mon frère, on était 2 du coup. Et c'était parfait. On a fait ça du coup en une après-midi. On a fait la première une après-midi, on a fait la 2 et la 3 dans la même soirée. Donc vraiment c'est tout à fait agréable à jouer. Moi je vous le recommande si vous aimez ce genre de choses là. Si vous êtes bloqué chez vous à 2 par exemple, ou même tout seul, hein, c'est tout à fait jouable tout seul. Essayez. Peut-être que ça vous plaira. Vous m'en direz en tout cas des nouvelles. Voilà qui conclut cette playlist numéro 3, qui était évidemment très longue, puisque j'aime bien faire des vidéos trop longues. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, réagissez à l'actualité avec moi. Ce que j'ai sélectionné, est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir? Par exemple, le synopsis de la série Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que vous en pensez? Des choses comme ça. Est-ce que vous avez vu Pieces of a Woman? Est-ce que ça vous a plu? Plein de trucs. Vous avez plein de choses à me dire, j'en suis sûr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de la playlist, bien sûr, mais aussi pour une nouvelle vidéo, je l'espère, très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut à tous.